Le Cercle RH est un grand entretien aujourd'hui pour balayer les grands sujets liés au travail, des grands sujets d'ailleurs de campagne présidentielle, puisque la campagne officiellement pourra démarrer à partir de septembre, et tous ces sujets seront traités par les candidats à l'élection présidentielle. J'accueille Cyril Chabagnier. Bonjour Cyril. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Vous venez assez régulièrement sur notre plateau, l'occasion de faire un point social. C'est toujours un plaisir. À quelques semaines des vacances, président de la CFTC. Avant de parler des grands sujets, de l'IA, des retraites, une nouvelle venue dans le paysage syndical. Alors, on va probablement m'accabler d'être un horrible sexiste, mais les femmes sont majoritaires au sein des syndicats représentatifs. C'est-à-dire que François Aubril a rangé les gants et a permis à Christelle Thieffine de se faire élire très largement, d'ailleurs, à la tête de la CFE-CGC. Comment vous le vivez? Vous étiez, je crois, au congrès de Strasbourg. Vous avez vu le départ de François Aubril, qui était un personnage. Comment vous vivez tout ça? D'abord, c'était un très beau congrès. Et c'est vrai qu'on a la chance de travailler ensemble et de se respecter entre organisations syndicales, même si on est très différents et que parfois on n'est pas d'accord sur les sujets. Et c'est bien normal, sinon il n'y aurait pas plusieurs organisations syndicales. Mais c'était un très beau congrès et c'était très bien qu'on soit là déjà pour dire au revoir à François, qui a fait un très beau mandat et qui était un personnage charismatique, drôle et qui permettait de mettre jusqu'au bout et qui permettait de mettre une bonne ambiance dans nos réunions entre leaders syndicaux sur des sujets qui sont parfois difficiles et dont l'ambiance n'est pas toujours heureuse dans le monde dans lequel on vit. Donc c'est la première chose. Et puis oui, il y a Christelle Thieffine qui vient d'arriver. C'est une troisième femme qui dirige une organisation syndicale, donc elles sont majoritaires maintenant. Ça montre deux choses. Ça montre qu'on a réussi, nous, à faire le travail des organisations syndicales pour que les femmes puissent accéder aux postes les plus importants. C'est vrai. Il y avait déjà une première étape avec une grande fierté que je crois les 5 organisations syndicales représentatives ont toutes des bureaux dirigeants paritaires. Ce qui était quand même très difficile à faire il y a encore 10 ou 15 ans. C'était un monde d'hommes, le syndicalisme. C'était un monde d'hommes. Moi, je suis arrivé à la tête de mon organisation syndicale fin 2019, donc c'est pas si vieux que ça. Il n'y avait que des hommes. Et vous avez... Et aujourd'hui, on en est à la 3e femme sur 5, donc c'est une très bonne chose. Alors après, que ce soit un homme ou une femme, c'est pas ça qui est une bonne chose. Ce qui est une bonne chose, c'est qu'il y a plus de difficultés, il y a plus aujourd'hui de barrières à ce que des femmes accèdent aux plus hautes responsabilités. Et c'est ça, la grande victoire. Et j'ai envie de dire, pour faire un mot d'humour, que je vais être obligé de rester moi pour la parité. Sinon, s'il n'y a plus que de femmes, s'il n'y a plus que des femmes, il n'y aura plus de parité. Donc, je vais être obligé de rester encore un peu, quoi. Le patron de l'FO, le président de la CFTC, puis évidemment Marie-Lise Léon pour la CFDT, Sophie Binet, la CGT, et Christelle Thieffine qui la CGC. Donc, on a une belle parité, là, c'est parfait. Donc, les choses vont bien se passer. Il y a pas mal de sujets qui vous attendent quand même. Il y a une conférence sociale dont les médias ne se sont pas emparés et qui s'est vraiment débattue en comité très, très feutré qui devrait rendre ses conclusions travail-retraite. Est-ce que vous avez un peu de fumée blanche à nous faire partager? Qu'est-ce qui va en sortir? Parce que travail-retraite, c'est très large. Je vous sens sceptique. Non, c'est très très large. Alors les médias s'en sont emparés quand ça a été annoncé, oui, en fait. Novembre dernier. Et puis en voyant qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui avancent et je ne suis pas certain qu'il va en sortir grand-chose, évidemment, la ferveur est un peu tombée au fur et à mesure des réunions. Alors d'ailleurs, pour être précis, c'est travail, emploi, retraite. Retraite, j'ai oublié emploi. Et donc aujourd'hui, on voit qu'on a du mal à avancer. On va certainement un petit peu on s'est un peu recentré sur certains grands sujets, en particulier, par exemple, le parcours professionnel au niveau de l'emploi, au niveau du travail, parce que c'est une grosse problématique aujourd'hui où il n'y a plus de... Vous avez du mal à progresser d'un point de vue salarial, en gestion des carrières, en compétences, et donc il n'y a plus cette trajectoire, il y a plus... après, souvent on dit il n'y a plus d'ambition, mais il n'y a plus d'ambition parce que on a tout fait pour la casser, et quand il n'y a pas de trajectoire, ça se passe souvent comme ça. Mais quelques sujets qui vont être centrés sur les retraites. Il y a des questions qui vont être posées sur comment on fait pour aller vers un régime par points pour ceux qui le souhaitent? Comment on pourrait effectivement mettre en place une dose de capitalisation pour ceux qui le souhaitent? En fait, ça c'est le président de la CFTC qui le porte, ou vous nous transmettez les thèmes qui ont été débattus? Non, en fait, les thèmes, ce sont des thèmes qui ont été débattus parce que, en fait, assez rapidement sur la question des retraites, on s'est dit, c'est pas possible de travailler sur
se mettre d'accord sur quelle réforme des retraites on veut. On est tous très différents avec des sujets Rapport différents. du corps, hein, le déficit s'aggraverait à partir de 2045. On dit que c'est très loin. Ça fait des années qu'on en parle. Vous, la CFTC, sur ce sujet des retraites, vous allez peut-être auditionner des candidats à l'élection présidentielle. Chacun va avoir son concours Lépine. Est-ce que vous dites on touche à rien, c'est 62 ans, ou est-ce que vous dites, eu égard à notre démographie, au faible taux d'emploi chez les seniors notamment et chez les jeunes, on n'aura pas d'autre issue que de travailler plus longtemps. Qu'est-ce que vous dites, vous, à la CFTC sur ce sujet ? Si tu me permets, juste avant je vais juste finir ma phrase précédente pour dire que sur la partie retraite, dans la conférence travail-emploi-retraite, en fait, on s'est plutôt mis d'accord sur dire, plutôt que de choisir une solution, on va prendre les 3-4 solutions qui sont sur la table, sur lesquelles on n'est pas forcément d'accord, mais les traiter jusqu'au bout. En fait, voir comment on pourrait le mettre en place concrètement. Parce qu'il se passe beaucoup de déclarations sur les retraites, sauf que ce sont des déclarations, mais s'il fallait le mettre concrètement en place, ceux qui nous disent, par exemple, matin, midi et soir, il faut de la capitalisation, pourquoi pas ? Mais comment on le met en place concrètement ? Oui, mais comment on le met en place concrètement ? Et là, il y a plus grand monde qui est capable de vous répondre sur le pratico-pratique. Donc j'entends qu'il y a quand même l'idée chez le président de la CFTC et donc de tous ceux qui adhèrent à ce syndicat qu'on doit trouver on doit revoir le système. Alors, il y a deux choses. Un, on a toujours été pour, à la CFTC, faire une réforme des retraites. On était opposé à la réforme présentée, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas de réforme. Ok. Deuxième, et je vais vous dire laquelle. Deuxième sujet, est-ce qu'il faut une dose de capitalisation ou pas ? Beaucoup disent que si on met le doigt dans la capitalisation, le modèle par répartition va être supprimé à terme. Moi, je ne crois pas du tout. 12-10 inverse, ouais. Je pense qu'une dose de capitalisation pourrait d'ailleurs sauver le modèle par répartition auquel on est très attaché. Ça existe déjà, il y a beaucoup d'entreprises. D'abord, on est très attaché au modèle par répartition. Deuxièmement, ça existe déjà, ça existe dans la fonction publique et ça existe dans des grosses boîtes avec des plans d'épargne interentreprises qui sont placés. Et puis les salariés eux-mêmes qui parfois font leur propre... Alors, en tout cas en collectif, ça existe et c'est pour ça que je pense que les syndicats doivent s'en saisir et que nous, on s'en est saisi parce que ça existe sur des salariés plutôt privilégiés. Quand je dis plutôt privilégiés, c'est avec des grosses boîtes, rémunération. Avec une bonne rémunération, qui ont des avantages, qui ont de l'intéressement, de la participation, qui peuvent placer, voilà, qui ont beaucoup de choses et tant mieux pour eux. Et dire je refuse de parler d'une dose de capitalisation, encore une fois, pas de remplacer le système par l'autre, de rajouter un étage supplémentaire. Est-ce que c'est de l'action ? Est-ce que c'est de l'obligation ? Non, mais c'est surtout ce qui est important, c'est qu'on puisse donner cet accès-là à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, en fait, de dire on n'en veut pas alors que ça existe déjà dans une partie du monde du travail, ça privilégie ceux qui ont déjà des avantages. Et encore une fois, les plus précaires ou les plus bas salaires ont droit et ont accès à rien. Moi, je souhaite l'égalité pour tous les salariés. Donc, vous répondez à ma question indirectement, mais pas à l'entièreté de ma question. Est-ce qu'on travaille plus longtemps ? Je crois que le premier sujet, c'est pas forcément de travailler plus longtemps. Le premier sujet, c'est il faut absolument changer le modèle. On a depuis 30 ans dans ce pays, tous les 3-4 ans, une réforme qui recule l'âge. Et d'ailleurs, tous les rapports montrent que reculer l'âge légal, c'est très efficace financièrement à court terme, dans les 2-3 ans, et que ça règle pas grand-chose dans un moyen long terme. C'est ce que dit le corps. Et c'est pour ça qu'on y revient tous les 4-5 ans et qu'il y a le feu dans le pays tous les 4-5 ans. Démographie Donc, premièrement, arrêtons de ce qu'on appelle, c'est un peu le jargon, une réforme paramétrique, c'est-à-dire de bouger un paramètre où vous cotisez un peu plus longtemps, on recule un peu l'âge. Je pense qu'il faut remettre le système sur la table et donc de faire vraiment une réforme qu'on appelle systémique, de changer le système. Et nous, on pense qu'on doit aller sur un système par points. Pas forcément universel. Alors on peut, je crois que Gabriel Attal a dit il n'y a pas très longtemps un système universel, on pourrait penser aussi à un système Édouard avec 3 régimes. La retraite par points. Alors par points, et on n'est pas allé au bout et c'est bien dommage, on pourrait faire 3 régimes par exemple, parce que c'est compliqué de tout fusionner, mais au moins garder que 3 salariés indépendants fonctionnaires. Aujourd'hui, je rappelle qu'il y a 42 régimes de retraite. Qui se sont réduits quand même. Alors, qui vont se réduire au fur et à mesure, parce que certains, les contrats ne sont plus renouvelés, donc ça va. Mais on est toujours à 42 régimes. Ça ne peut pas être juste, ça ne peut pas être équitable. Donc, un système par point, ça me paraît mieux. Au moins, vous travaillez, vous cotisez. À chaque fois que vous mettez 1 euro, vous savez combien de points ça vous rapporte, qui est lisible, parce que, honnêtement, personne n'y comprend rien. Personne n'est capable de vous dire ce qu'il va avoir à la retraite. Avant d'avoir fait ces simulations et d'avoir quelqu'un à la CARSAT qui lui dit, voilà. Mais il y a beaucoup de gens que, lorsqu'ils reçoivent leur simulation, sont extrêmement surpris du montant. Souvent d'ailleurs, ils ont oublié mauvaise surprise. Ils ont oublié la décote, ils ont oublié... voilà. Donc il faut changer ça. Et si on imagine demain travailler un peu plus longtemps, peut-être qu'un jour il faudra travailler un peu plus longtemps si on n'arrive pas à résoudre la crise démographique qu'on a.
Mais à ce moment-là, le premier sujet, mais c'est ce qu'avait dit le président Macron à l'époque, avant de l'oublier, c'est avant de faire travailler les gens plus longtemps, il faut leur permettre de travailler plus longtemps. Donc il faut donner accès à l'emploi, il faut permettre de travailler dans de bonnes conditions, d'être un peu moins brisé en fin de carrière. Si on ne traite pas ça, l'autre question, elle est ridicule. Exact. Et on a un chômage qui a progressé. Avant de nous quitter, je voudrais vous entendre quand même, parce que l'IA est le sujet qui est sur toutes les lèvres. L'IA, relation au travail, l'IA et l'éthique, la manière dont l'IA va faire disparaître ou pas les emplois. Qu'est-ce que dit le président de la CFTC? Parce que les partenaires sociaux sont en première ligne sur ce sujet, mais on les sent un peu désemparés. C'est techniquement complexe. Parfois même, les entreprises ont du mal à savoir ce qu'elles ont vraiment installé dans leurs entreprises. Comment les partenaires sociaux et les élus de la CFTC s'emparent de ce sujet? Alors, un, c'est complexe. Deux, on travaille beaucoup dessus parce que le sujet n'est plus est-ce que je suis pour ou contre l'IA. L'IA, ça y est, il va falloir gérer avec. Voilà. Donc, on a plusieurs sujets. On a un sujet éducatif, c'est-à-dire qu'il va falloir demain permettre d'avoir tous les élèves et donc tous les futurs salariés qui soient à même d'être aptes et pour travailler avec l'IA. Donc, ce qui veut dire d'énormes progrès en termes de formation et de programmes, et donc énormément de formation des professeurs pour faire ça. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, et ce qu'il ne faudrait absolument pas, c'est qu'il y ait une discrimination, en tout cas une inégalité entre les salariés, entre ceux qui maîtrisent l'IA et ceux qui ne le maîtrisent pas. Ça serait terrible sur le marché du travail d'accroître en fait on y est un peu l'égalité de... Alors aujourd'hui on y est parce qu'il n'y a pas de grande politique. Il y a des salariés qui eux-mêmes prennent l'IA, se forment tout seuls, achètent un logiciel pour l'avoir à la maison, retravaillent leur dossier le soir, etc. Et d'autres qui ne s'y sont pas encore mis, ce qui crée des différences. Mais ça, il faut le gommer le plus rapidement possible. Et vous êtes mis? Ben, je m'y suis mis un petit peu aussi. Je commence, voilà. Je commence un peu à prompter, à travailler, voilà. Après, la deuxième chose, c'est vraiment que l'IA doit être un enjeu absolu de dialogue social. C'est-à-dire que dans toutes les entreprises, on doit avoir dans les négociations, et c'est vrai aussi dans la fonction publique, le thème de l'IA qui est discuté et négocié. La pire des choses, c'est de l'installer ou de passer à l'IA sans avoir eu de dialogue social. C'est une obligation, normalement. Mais... Dans toute transformation est une obligation, mais on sait comment ça se passe. On a mis 10 ans à ce que la logique de la transition environnementale rentre dans une discussion. On n'y est pas encore au niveau numérique. Faut armer les élus. Donc il faut armer ça. Et ensuite, notre grand enjeu, parce que c'est aussi formidable, l'IA sur les tâches qui sont peu qualitatives, qui sont répétitives, ça permet de gagner du temps, donc il y a quand même des bonnes choses. Mais après, c'est comment on fait pour l'accompagner, c'est-à-dire que l'IA soit au service de l'humain et que l'IA soit pas qu'à la place de l'humain. Donc vous y voyez un risque, parce que c'est quand même évidemment qu'il y a un dirigeant de ces grandes boîtes qui font ChatGPT, qui font Claude, qui disent attention, faut pas aller trop loin. Et puis le gros problème qu'il y a, c'est le décalage. C'est-à-dire que l'IA va faire perdre beaucoup d'emplois, l'IA va aussi créer beaucoup d'emplois. Donc beaucoup nous disent, au bout du compte, ça va s'équilibrer, il n'y a pas un drame. Et c'est peut-être vrai d'ailleurs. Le problème, c'est que les emplois qui vont être détruits tout de suite, et les emplois que l'IA va créer, va le créer dans un deuxième temps. Et comment on gère ces quelques années-là où il y a un déficit qui est très important. La gestion des carrières dont on parlait dans la... D'où la gestion des carrières, d'où le travail d'accompagnement, et d'où de faire en sorte que cette transformation numérique et le temps social, on essaye de le faire avancer à peu près en même temps, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Conférence sociale, juste avant de nous quitter, vous avez la date du rendu de ce rapport? Parce que c'est vrai qu'à la fois, on l'a peu commenté, mais peut-être que M. Combrexel va nous faire des annonces retentissantes. Alors là, ils commencent la rédaction avec les garants pour essayer de trouver les points d'accord et puis de noter aussi des points de désaccord sur lesquels les politiques demain auront à trancher. Ils vont le rédiger durant l'été, donc on l'aura à la rentrée. Voilà, on l'aura à la rentrée. Merci Cyril Chabagnier de nous avoir rendu visite sur cet enjeu retraite qui va, je pense, occuper, même s'il y a d'autres sujets, une partie de la campagne présidentielle. Une bonne partie de la campagne, y compris d'ailleurs la protection sociale dans son ensemble. Et d'une manière encore plus haute, le modèle social. Et le modèle social, faut-il tout à fait. Faire peser eh bien, les enjeux sociaux sur le travail sur le travail ou que sur l'impôt et la solidarité, gros sujet aussi. Autre sujet. Vous reviendrez. Avec grand plaisir, comme toujours. C'était un plaisir de vous accueillir, Cyril Chabagnier, président de la CFTC. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page, on s'intéresse aux emplois de la fonction publique. Pas fun, dit-on. C'est pas vrai. On en parle avec notre invité, c'est Fenêtre sur l'emploi.